C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Le gouvernement marche désormais sur des œufs après la fronde des élus marseillais, mis devant le fait accompli sur la fermeture des bars et restaurants. Le Premier ministre prend donc désormais plus de gants avant de prendre ses décisions. Ce matin, Jean Castex a reçu 4 maires des grandes villes, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo. C'est donc le contraire de ce qu'il a fait la semaine dernière, le retour de la concertation. Accusé, levez-vous, le bouillonnant garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti en délicatesse avec les juges qui l'accusent de conflit d'intérêts sur l'affaire des fadettes. La guerre est donc déclarée. Les magistrats ne veulent plus dialoguer avec le ministre. Cela va-t-il devenir un problème politique pour l'exécutif ? Et enfin, le séparatisme, le très attendu discours d'Emmanuel Macron demain sur le séparatisme, tout ce qui sépare de l'État, un discours maintes fois repoussé. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Laurent Geoffrin, Bonsoir. Ancien directeur du journal Libération et désormais président du mouvement Engagez-vous, on en dira un mot. Engageons-nous. Engageons-nous. Ah oui, j'ai dit engagez-vous. Engageons-nous. Enfin, engagez-vous, c'est plutôt l'armée. Donc. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bonsoir Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonjour à vous. Et je salue également Véronique Reissoul, présidente de Dentsu Consulting. Bonsoir. Donc, des maires reçus à Matignon ce matin. On écoute François Baroin, le maire de Troyes. Mais l'État ne peut pas considérer que la concertation, c'est un coup de fil une demi-heure avant. L'État ne peut pas considérer que la négociation ou l'action en commun, c'est je prends la décision, je vous en informe. C'est pas ça, la concertation. Et nous sommes satisfaits des conditions d'échange que nous avons eues avec le Premier ministre, qui a convenu qu'il fallait corriger et reprendre ce lien. Jean-Marie, alors Jean Castex, lorsqu'il est arrivé à Matignon, on n'oublie pas, n'avait qu'à la bouche le mot territoire, prononcé avec son sympathique accent. Pourtant, les territoires, la semaine dernière, n'ont pas été consultés. Donc cette semaine, on corrige le tir en quelque sorte, vis-à-vis des maires. Le territoire marseillais. Mais cela dit, le gouvernement remet les choses à l'endroit. Commence par ce par quoi il aurait dû commencer à Marseille, en effet, c'est-à-dire la concertation. On va voir d'ailleurs si cette concertation permet de prendre des mesures adéquates, suffisantes, ou bien si au contraire la part laissée justement aux élus, aux maires, fait que les choses seront plutôt ralenties ou freinées, notamment à Paris. La difficulté dans cette situation, c'est qu'il règne en effet une grande confusion, mais une confusion un peu inévitable compte tenu de ce que l'on ne sait pas justement sur le virus, sur la maladie, sur le temps qu'il mettra à disparaître ou à s'évanouir. Et la difficulté est renforcée du fait qu'on est passé du confinement au déconfinement très brutalement et sans étape intermédiaire en quelque sorte. Donc il y a eu une sorte de relâchement généralisé dont nous payons probablement le prix sans doute aujourd'hui. Et surtout s'est inscrit dans l'opinion l'idée que désormais il y avait eu le tout sanitaire, le confinement, et puis désormais c'est le tout économie, donc on prend les mesures autour d'eux, mais il faut absolument qu'on incite les gens au travail et à travailler. Donc ça crée aussi une distorsion dans l'esprit de l'opinion qui peut être dommageable. Le résultat, c'est que pour le moment, on n'y voit pas très clair. Ça paraît en effet un peu confus et du coup, ça mine un peu la confiance que l'on devrait avoir dans le gouvernement, surtout dans ces périodes-là et par rapport à ce type de danger. Alors tout à l'heure avec Véronique Reissoul, on parlera justement puisqu'il y a un sondage là-dessus. Mais Laurent Geoffrin, le président a du mal quand même à lâcher son pouvoir centralisateur et se soumettre à sa promesse de 2017. Il avait proposé ce pacte girondin de concerter, de décider. Il reste très jacobin en réalité, Emmanuel Macron. C'est pas un hasard si ses collaborateurs l'avaient surnommé Jupiter. Ouais. Donc c'est vrai que Jupiter consulte peu en général. Enfin, il y a des dieux autour, mais ils vivent leur vie et Jupiter est là avec la foudre. Et c'était un peu comme ça qu'on présentait le macronisme. Et il devait y avoir des raisons parce que c'était des gens de l'intérieur qui utilisaient cette métaphore. Et effectivement, l'affaire de Marseille était presque une caricature parce que ça leur est tombé dessus comme ça, comme disait le maire adjoint de Marseille, comme une pierre qui tombe du pont, ça poupe, c'est fermé. Bon, alors qu'on sait que la discussion avec les patrons de cette profession n'est pas absurde, parce que c'est pas des gens idiots. Et quand on a écouté, mais après coup, les patrons de bars marseillais ou leurs représentants, ils disent, écoutez, s'il y a des gens qui font des erreurs, qui commettent des erreurs parmi nous, il faut les sanctionner. Il y a des gens qui ne respectent pas les barrières, qui font des soirées où les gens sont les uns sur les autres. Là, il faut les sanctionner.
tous les autres commerçants, eux, s'efforcent de respecter les consignes. À partir de là, il y a une discussion qui peut s'ouvrir. Donc fermer tout le monde, c'est punir les bons citoyens pour atteindre la minorité. Donc pour vous, cette décision marseillaise était unique, injuste et pouvant être ressentie comme une punition ? Enfin, elle a été ressentie comme une punition. Elle a été ressentie, mais... C'est sûr, mais est-ce que c'était une punition ? Mais oui, non. Je ne pense pas que c'était dirigé contre Marseille. Ça, c'est un peu le complexe de la ville. Mais par contre, elle venait d'en haut, elle n'a pas été discutée et elle se heurte à des objections souvent de bon sens quand même, qui sont les mêmes, j'imagine, que celles qu'on fait valoir les maires qui ont été reçus cette fois-ci. Oui. Et du coup, si ça se trouve, il ne va pas y avoir de fermeture de bar ou fermeture Alors, totale. il y a les décisions, Laurent, mais il y a aussi le fait que ces maires sont aussi parfois des opposants, la plupart du temps, des opposants politiques. Donc, ils en profitent aussi pour faire de la politique, c'est-à-dire de contester les mesures... Je pense qu'à Marseille, ce n'était pas ça. C'était qu'il y avait une telle indignation que les élus étaient obligés de suivre leurs électeurs. Pas seulement ceux de leur parti, mais l'ensemble de la ville, qui était outré. Et qui était solidaire de ses propres commerçants. Ouais. En réalité, Virginie Leguet, le gouvernement, on a l'impression, passe son temps à changer de méthode, corriger le tir. On accusait François Hollande d'être le stagiaire de l'Élysée, mais finalement, c'est un peu le cas de beaucoup de présidents. Ils apprennent un peu, pour prendre cette expression... ils les apprennent sur le tas, on a l'impression, puisqu'on passe son temps à dire nouvelle méthode, nouvelle façon de faire. Voilà. Ils apprennent, j'allais dire, au gré de ce qu'on peut découvrir de ce virus. Et ce qu'on en connaissait en mars est assez différent finalement de ce qu'on en connaît aujourd'hui. Et ils apprennent au gré de leurs erreurs. Et certes, l'exemple marseillais est une erreur, même si je serais un petit peu moins indulgente que mes éminents confrères sur le rôle des élus marseillais, qui ne sont pas sans arrière-pensée dans cette affaire. Renaud Muselier remet son titre en jeu dans quelques mois. L'équipe de Michel Rubirola, qui a été jusqu'à dire qu'elle encouragerait la police municipale à ne pas verbaliser, a été élue au terme d'une campagne municipale où l'abstention a été massive et où peut-être elle a besoin aujourd'hui maintenant d'affermir son pouvoir. Enfin, chacun joue sa partition. Est-ce que ça se joue de façon très innocente et est-ce qu'elle s'est résolue à aller aux côtés du peuple marseillais ? Je pense qu'elle y a vu une formidable opportunité de dénoncer ce que les Marseillais adorent, c'est-à-dire l'autorité qui vient d'en haut, comme si la France était un toboggan, et l'autorité qui, tout d'un coup, s'adresse exclusivement à Marseille. À Paris, la situation est certes moins radicale. Les bars et les restaurants, notamment les bars, ferment qu'à 10 heures, mais les chiffres sont aussi moins mauvais. Donc, je ne sais pas ce qui va être annoncé aujourd'hui, mais le gouvernement essaie d'adapter en fonction des territoires, en fonction des réalités de chaque zone géographique, les décisions qu'il prend. Alors, on ne peut pas à la fois dire, quand il y a un confinement, c'est une mesure autoritaire et on veut que les choses soient adaptées à la réalité. Et aujourd'hui, alors qu'elles le sont, contester l'étendue des mesures prises dans chaque territoire. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est la pagaille, c'est vrai que c'est même le désordre, mais ça va le rester encore pendant longtemps parce que cette méthode-là de surtout éviter le confinement général et de peut-être prendre des mesures locales va se perpétuer quelques mois encore. Véronique Reissoult, où en est l'opinion sur ces restrictions ? Les Français sont-ils hostiles à ces mesures qui sont à venir ou qui existent ? Est-ce que on parlait souvent de cette acceptabilité des Français ? Je crois qu'il y a un sondage, donc Odoxa Densu Consulting, que vous sortez ce soir pour France Info et Le Figaro. Qu'en est-il alors ? En fait, globalement, déjà, les Français sont inquiets, parce que vous avez 8 Français sur 10 qui se disent inquiets de la situation sanitaire globale du pays. Et c'est tellement un sujet de préoccupation que vous avez même plus de 1,1 million de messages en ce moment sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est un sujet de préoccupation constant. Par contre, on sent qu'il y a une forme de distance entre deux parties de la population. Il y a les gens, comme Jean-Marie le disait justement, qui sont préoccupés par des sujets sanitaires et ceux qui sont plutôt préoccupés par des sujets économiques. Et on sent qu'il y a une distanciation entre les deux, sachant que globalement, l'autre point sur lequel, que l'on soit sur des préoccupations sanitaires ou que l'on soit sur des préoccupations économiques, le suivant est clairement un sujet sur lequel les uns et les autres ne veulent pas se positionner, ne veulent pas l'envisager. 74% des Français considèrent que non, et ça n'est pas possible, on ne peut pas l'imaginer.
Donc après, en fonction du fait que vous êtes plutôt côté sanitaire ou plutôt côté économique, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Il y a une seule mesure qui diviserait la fermeture des bars et des restaurants. Ce n'est pas spécifique à Marseille, loin de là. Partout en France, les Français se posent la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et globalement, le mot qui ressort le plus dans les différents commentaires, c'est le mot incompréhension et surtout incohérence, en se disant, si c'est vraiment grave, on doit les fermer, on ne laisse pas de délai. Si c'est si grave que ça d'être dans un espace confiné, est-ce que c'est uniquement les bars et restaurants? Est-ce qu'on a des moyens pour suivre le fait que les gens n'allant plus dans les bars vont sans doute se réunir chez eux? Bref, beaucoup de questions et globalement une forme de confiance qui n'est toujours pas là vis-à-vis du gouvernement, puisque globalement, il juge assez sévèrement la position du gouvernement en disant, c'était assez clair pour les 3/4 des Français, ils ne pourront pas les bonnes décisions au bon moment. Il ne sait pas où il va et surtout, ils ont toujours ce sentiment qu'on continue à ne pas leur dire la vérité. Alors ce sentiment de confusion, Jean-Marie, il existe un peu partout, dans tous les pays. Dans tous les pays, absolument. Sauf peut-être aujourd'hui en Italie qui s'en sort mieux parce que l'Italie a beaucoup mieux géré le déconfinement que nous ne l'avons géré. Et puis les Italiens se sont montrés beaucoup plus disciplinés que les Français, surtout dans cette période, malgré les clichés et les idées reçues. Oui. Non, le reproche d'incohérence qui est fait par les Français est un peu sévère, je trouve, parce que voilà, il faut bien faire face à quelque chose qui est totalement inédit. Il faut le rappeler à chaque fois. Ouais. Non seulement inédit, mais c'est présent partout. Je veux dire, les mêmes tensions existent en Allemagne, les mêmes tensions existent en Espagne. En Angleterre, n'en parlons pas, ainsi de suite. Et ne parlons pas des États-Unis, qui sont évidemment le pays le plus durement touché. Donc c'est un reproche probablement un peu exagéré. Cela dit, la stratégie existe. Elle existe. C'est, vous savez, le fameux tester, tracer, isoler. Alors, tester, on voit bien qu'il y a eu des problèmes avec les tests parce qu'il y a un temps trop long entre le test lui-même et le résultat du test. Donc là, il y a une défaillance, évidemment, qu'on peut imputé éventuellement au gouvernement. Tracer, manifestement, c'est très inégal. Le traçage est très inégal. Mais là, la responsabilité est partagée. Elle n'est pas simplement celle des responsables. Elle est aussi celle des intéressés, de ceux qui sont désignés ou qui se découvrent qu'à contact. Et isoler, là, je pense que c'est vraiment le grand fiasco de cette stratégie. Mais la stratégie existe. Elle mériterait d'être en effet poursuivie, mieux installé, mieux respecté. Mais on est deux dans cette affaire. Il y a évidemment les décisions que peut prendre le gouvernement, que peuvent prendre les élus, et puis il y a les Français eux-mêmes, tels qu'ils réagissent à cette situation. Donc c'est un mauvais procès, Laurent Geoffrin, qui est fait au gouvernement? C'est souvent un procès exagéré, parce que quand ils prennent une mesure uniforme, on dit mais là on ne tient pas compte des réalités locales. Quand ils en tiennent compte, on dit mais c'est disparate, c'est incohérent, on ne comprend pas, etc. Donc ils ne peuvent jamais gagner. Ouais. Mais ils ont commis quand même des erreurs. On les a suffisamment dites d'ailleurs. Les masques, les tests, tout ça, il y avait eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu celle de Marseille encore. Donc ça reste dans la mémoire des gens. Et comme ils ont une tendance à être assez critiques avec leurs gouvernants, en général, c'est ça qui prime. Donc c'est vrai que nous, journalistes ou observateurs, on est un peu condamnés à radoter. Donc on va passer à un autre sujet. Vous dites ça pour moi? Non, pas du tout. Ah bah non, il faut aussi souligner... Non, mais parce que ce que vous disiez sur l'Italie, on l'a dit la semaine... Oui, mais il faut aussi souligner que le recours que l'on a normalement, c'est la science. Et que la science compris dans ce domaine, est très incertaine. Quand on regarde le spectacle qu'offrent les batailles entre médecins, notamment par rapport à l'idole de Marseille et le reste de la communauté médicale, il y a de quoi y perdre son latin, ça c'est sûr. Alors la guerre est déclarée entre les magistrats et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il lui reproche deux choses. 1, avoir nommé une avocate à la tête de l'école de la magistrature. 2, d'être dans un conflit d'intérêts. Alors pourquoi? Parce que le ministre a ouvert une enquête administrative contre 3 procureurs du parquet national soupçonnés d'avoir mis sur écoute des avocats sur l'affaire Sarkozy, dont Éric Dupond-Moretti, à l'époque, avait porté plainte. Donc il a retiré sa plainte. Il est passé en quelque sorte de victime à celui qui attaque dans cette affaire et qui met en fureur les juges. Alors, Virginie, un mot. Est-ce, oui ou non, une mauvaise querelle qui est faite à Éric Dupond-Moretti ou pas? Éric Dupond-Moretti était hier avocat et à ce titre, il a protesté contre ces écoutes dont il contestait l'illégalité. Il est aujourd'hui garde des Sceaux et il reprend
en cours une enquête qui avait été ordonnée par Nicole Belloubet et dont les résultats sont assez critiques envers le parquet national financier, et donc il décide de continuer à poursuivre. Forcément, la victime d'hier se retrouve aujourd'hui autorité de poursuite. Pour autant, les magistrats qui se sont très vite époumonés en disant c'est scandaleux, on ose s'attaquer à nous, peut-être se cachent derrière ce conflit d'intérêts pour surtout éviter qu'on vienne les regarder la qualité de leur travail, l'impartialité de leur travail. On connaît l'incroyable, disons, corporatisme des magistrats, et de ce point de vue-là, Éric Dupond-Moretti, en employant ce mot, a employé un mot qui est, somme toute, qui a un fondement de réalité. Et là, ils ont un prétexte en béton armé pour dire regardez ce conflit d'intérêts avant même de savoir si on peut nous poursuivre. Il faut, j'allais dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, Éric Dupond-Moretti leur donne un alibi pour protester, mais peut-être que le fond des protestations mériterait d'être mieux examiné. Laurent Geoffrin, là-dessus. J'ai une interprétation différente. Eh bien, allons-y. Parce qu'il faut voir l'origine des choses. À l'origine, il y a une enquête visant Nicolas Sarkozy, et il y avait une écoute sur un téléphone qui était au nom d'un dénommé Bismuth, n'est-ce pas, et qui était en fait un téléphone utilisé par Nicolas Sarkozy pour des tractations diverses et variées qui étaient contestées par les enquêteurs. Et puis, il y a eu une fuite. Et du coup, cherche la fuite. Sarkozy a compris que Bismuth était écouté, c'est-à-dire lui. Donc, il a arrêté de dire quoi que ce soit sur le téléphone Bismuth. Donc, les magistrats se sont dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fuites chez nous. Ils cherchent la taupe. Donc, ils cherchent une taupe. Ils n'ont pas écouté à proprement parler les avocats. Ils ont relevé leur numéro de téléphone. On l'appelle des fadettes. Le relevé de savoir qui vous avez appelé. Alors, évidemment, tous ces avocats, notamment ceux de Sarkozy, ont poussé des hauts cris, en partie à juste titre, parce que c'est vrai que relever les numéros de téléphone d'avocats, ça ne se fait pas en général, mais ils en ont rajouté des louches. Évidemment, avec un but tactique, qui est de discréditer les magistrats du parquet financier. Et leur but, depuis le début, c'est de discréditer tous ces magistrats qui viennent chercher des poux dans la tête de l'ancien président. Et donc, si on présente les choses comme ça, c'est un peu différent. Et Dupond-Moretti est un des amis de ces avocats-là. Il n'était pas dans cette affaire-là, mais enfin, il est très proche. Et donc, il y a un soupçon politique là-dessous. C'est-à-dire que Dupond-Moretti est nommé avec l'idée qu'on va quand même passer un petit coup de main à Sarkozy dans son affaire. Parce qu'on a peut-être besoin de lui aussi dans des affaires politiques plus larges. Donc les magistrats, dont François Molins, dans le Monde... S'il s'agit de dézinguer le parquet financier, ils ont raison de protester. Ils ont raison de protester. En plus, l'enquête dont il parle, j'ai regardé le résumé, on reprochait aux enquêteurs une certaine léthargie. Ils ont laissé ça, les dysfonctionnants. On n'a pas, en revanche, avalisé le système des fadettes. C'est peut-être choquant, mais en tout cas, c'est légal. Donc, légalement, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. D'où leur colère. Ils disent, voilà, on nomme 3 magistrats de plus, on met une enquête de plus sur un rapport qui montre que notre affaire est légale. Donc, on jette le discrédit avec des choses un peu minces. Et donc, tout ça, c'est de la tactique pour mettre à mal ou à bas le parquet financier. C'est ce que vous pensez? C'est dézinguer le PNF? Je vais essayer de faire la synthèse entre Virginie et Laurent, ce qui n'est pas facile, parce que les deux ont des arguments tout à fait recevables. Moi, le précédent auquel me fait penser Éric Dupond-Moretti, et qui le guette et qui le menace, c'est Claude Allègre. Claude Allègre, nommé par Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, s'est trouvé face à un monstre administratif, etc. Et il l'a désigné comme le mammouth en disant il faut dégraisser le mammouth. En quoi il a mis la corporation des professeurs, toutes tendances confondues, braquée contre lui, et du coup il n'a pas pu avancer comme il aurait dû avancer, et il a fini par devoir quitter son poste. Et c'est un peu ce qui guette Éric Dupond-Moretti, qui d'entrée de jeu a pris en quelque sorte bille en tête les magistrats. Alors les magistrats étaient prévenus contre lui à cause de ses écrits antérieurs, mais ils n'ont pas attendu même qu'il prenne la parole pour déjà être braqué ou le délégitimer d'entrée de jeu, rappelez-vous. Donc ça n'est pas la première fois qu'un garde des Sceaux se heurte au front des magistrats. Ça a été le cas de Robert Badinter, mais ça a été le cas aussi d'Elisabeth Guigou, ça a été le cas évidemment de Rachida Dati, ça a été le cas de beaucoup de gardes des Sceaux qui ont précédé Éric Dupond-Moretti, parce qu'il y a un vrai corporatisme des magistrats. Ça, c'est difficile. Alors, ce qu'on peut reprocher à Éric Dupond-Moretti, c'est de le dire
d'insister là-dessus maladroitement et donc du coup de liguer contre lui, alors même qu'il peut soulever des problèmes qui doivent nous intéresser, qui sont des problèmes de liberté publique. La difficulté de la période que nous traversons, c'est qu'aussi bien pour des raisons de lutte contre le terrorisme que pour des raisons d'urgence sanitaire, on est moins attentif à la défense des libertés. Mais les problèmes soulevés par Éric Dupond-Moretti touchent à cette question des libertés. Les fadettes, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est un abus de pouvoir que de laisser des magistrats écoutés par des magistrats. Donc c'est une question de toute puissance. Et en cela, l'avocat, au fond, qui est devenu garde des Sceaux, est aux avant-postes de la défense des libertés auxquelles on devrait faire davantage attention. Mais par ailleurs, alors là, maintenant, on a un beau western, puisqu'on a monsieur Molins qui est face à Éric Dupond-Moretti. Oui. Donc évidemment, c'est la crème des magistrats, le nec plus ultra des magistrats face à Dupond-Moretti, c'est évidemment un spectacle dont tout le monde va se repaître. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention que les problèmes soulevés par Éric Dupond-Moretti ne sont pas négligeables et qu'il y a bien un corporatisme. Parce que qu'est-ce qui a provoqué la colère des magistrats? C'est le fait de nommer une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature. Donc c'est quand même exagéré de réagir de la sorte, alors que les magistrats sont là aussi pour entendre qu'il y a des libertés aussi à défendre dans leur scolarité. Donc voilà. Bon, pour vous, oui, et je pense que malheureusement, par maladresse, peut-être par exagération du moi, Éric Dupond-Moretti prend le même chemin, ou peut prendre le même chemin que Claude Allègre à une époque. Ouais. Je vous propose d'écouter justement François Molins, qui est procureur général près de cour de cassation. Et Virginie, vous réagirez à ces propos, et Véronique aussi. On l'écoute. C'est pas la magistrature qui est en danger, c'est l'indépendance de la justice, c'est tout à fait différent. L'indépendance, c'est un des piliers de la justice et c'est ça qui fonde la confiance du citoyen dans sa justice. C'est un pilier de la démocratie également. Et la démocratie. À travers effectivement un certain nombre de choses, on pense que on peut se faire du souci et c'est la raison pour laquelle on a souhaité, avec Chantal Arens, la première présidente de la Cour, alerter effectivement sur ce qui se passait. Alors on brandit souvent, bien sûr, le problème de l'indépendance de la justice, mais les nominations des juges, Virginie, dépendent du ministre. Oui. Oui. Ce que je voulais dire, et je voulais revenir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que effectivement, là, on entend François Molins, on voit bien la tension qui existe entre les magistrats ou les anciens magistrats et le ministre. On voit que tout ça est parfaitement mis en scène par les deux parties. Dans le fond, ça nuit essentiellement à la justice en général. Et Éric Dupond-Moretti, il a très peu de temps devant lui. Il avait annoncé une réforme de la justice. Il a obtenu une augmentation de son budget qui se monte à 8 milliards, je crois. L'augmentation elle-même est de 8%. Donc, il aurait peut-être pu, au lieu de directement se retrouver dans un conflit où les positions sont très antagonistes, peut-être plus prendre les choses avec plus de diplomatie, plus de souplesse, plutôt que de se mettre tout ce corps-là à dos, ce qui va rendre très difficile après de faire bouger les choses et de faire avancer quoi que ce soit. Et je crains que lorsque la campagne présidentielle va démarrer, et ça pourrait démarrer au plus tôt dans 1 an ou dans 15 mois, il n'y ait pas grand-chose qui se soit fait si les choses démarrent comme ça. Véronique Reissoult, est-ce que les Français suivent le western, comme disait Jean-Marie Colombani, puisque un western entre, c'est pas Clint Eastwood contre je ne sais qui, mais Éric Dupond-Moretti et François Molins, super. Est-ce que les Français en disent quelque chose ? Non, les Français en parlent pas beaucoup. Ils parlent beaucoup de M. Dupond-Moretti. C'est un ministre très clivant, qui a ses fans et qui a ses détracteurs, qui laisse peu indifférent. C'est un des ministres les plus connus aussi. Donc c'est dans ceux dont on parle le plus. Mais aujourd'hui, quand on regarde les messages sur lui, il y a une petite partie, bien sûr, sur cette affaire-là, mais globalement, c'est sur d'autres sujets, des sujets autour des migrants, des sujets beaucoup plus larges. Et puis, globalement, on va dire que les messages sont quand même souvent assez négatifs et que là, sur cette affaire-là plus spécifiquement, les Français ont plus retenu le lien avec l'affaire Sarkozy et une forme de confusion avec son ancien rôle et sans doute un problème par rapport à l'indépendance. Donc on va dire que ça ne mobilise pas l'opinion, mais le peu qui en parle, ça n'est pas très positif pour lui.
Alors, on va finir avec ce sujet et on passera à autre chose. Mais juste une dernière question, Laurent. Est-ce que ça va poser un problème politique que les magistrats disent on ne veut plus comme interlocuteur le garde des Sceaux ou Ils n'ont pas le pouvoir de le faire partir, mais non. Ça rend les choses extrêmement difficiles parce que à chaque fois qu'il va aller quelque part, à moins qu'il arrive à calmer le jeu. Mais c'est vrai qu'objectivement, il se retrouve juge et parti. C'est pas de sa faute, mais c'est un cas. Mais sur le sujet de l'indépendance, je veux juste vous écouter. Mais peut-être qu'il faut réfléchir une chambre indépendante à couper, comme on dit habituellement, le cordon ombilical entre le ministère et le parquet. Ouais. Il y a des pays où ça se fait, où ça fonctionne. Donc quand François Molins dit l'indépendance de la justice est en danger, cette indépendance, elle n'existe pas réellement. Ils sont comme les journalistes, ils crient avant d'avoir mal. Mais c'est pas une mauvaise tactique. Et on sait de quoi on parle. Donc, on va parler de séparatisme, donc tout ce qui sépare de la République. Le discours attendu demain du chef de l'État, mais c'est surtout du séparatisme islamique dont il sera question. Un discours souvent repoussé. Alors, l'Élysée faisait savoir que le président n'était pas satisfait du travail fourni par ses ministres parce qu'il va y avoir, sortir de ce discours, il y aura un projet de loi. Mais Emmanuel Macron n'est pas à l'aise forcément avec ce sujet-là. Est-ce qu'il a les idées claires sur ce problème de l'islamisme? Parce qu'il repousse sans arrêt le sujet. Qui veut répondre? Non. Je crois qu'il a évolué. Il a évolué? J'ai l'impression. Il a mis du temps. Pendant la campagne électorale, il tenait un discours plus... Alors, comment le qualifier sans se faire appeler Arthur, mais... plus ouvert, diront les uns, plus coulant, diront les autres, ou plus laxiste, je ne sais pas, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis de l'islam en général, et vis-à-vis de certaines mesures de rétorsion, de répression qu'on pouvait prendre dans ce domaine. Il était méfiant à cet égard. Plus multiculturel, peut-être un peu plus anglo-saxon que la moyenne des Français. Et puis au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure de son expérience, manifestement, il commence à se dire, la question est plus grave que je pensais. Je crois qu'il y a eu ça. Oui. Et qu'effectivement, les choses se sont un peu dégradées quand même dans ce domaine. Je parle pas seulement du terrorisme, c'est une chose particulière, mais c'est vrai que quand on lit, je ne sais pas si vous avez regardé ce bouquin d'un inspecteur général de l'éducation qui s'appelle Monsieur Aubin. Et j'ai préparé un petit... Et vous lisez le livre. Monsieur Aubin, il a certainement ses opinions, mais c'est pas un extrémiste, je crois. Non. Il est très laïque. Bon, il vient des rangs de la gauche. Il était adhérent de la gauche au départ. Maintenant, il n'est pas militant, mais enfin, il n'est pas spécialisé dans l'anti-islam, quoi. Mais il a fait le compte des atteintes à la laïcité au sein de l'école, c'est-à-dire des programmes qu'on ne peut pas enseigner, de la Shoah qui est difficile à évoquer. Il raconte même l'exemple d'un enseignant qui est obligé de s'acheter un Coran parce que ses élèves le contredisaient en permanence en disant « mais dans le Coran, c'est pas marqué, monsieur, donc ça marche pas ». Il a acheté un Coran pour dire « monsieur, regardez, c'est marqué, vous voyez où on en est ». Il y a eu les de Bernard Rougier aussi sur les territoires. Oui, qui allait dans le même sens. Oui. Donc il s'est dit, il y a un vrai problème. Alors je vous propose justement d'écouter Jean-Pierre Aubin, puisque vous en parliez. Ah bon, mais ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, c'est fou. Okay. On l'écoute. Quelle transition. Alors en 2004, lorsque j'étais inspecteur général et que j'enquêtais sur cette question, il y avait plusieurs types d'entorses. Il y avait des atteintes à l'enseignement, c'est-à-dire des disciplines qui étaient l'objet de contestation, dans certaines parties. Alors, je mettrai en tête la biologie, les sciences de la vie, refus d'étudier la procréation, la contraception, la sexualité, refus d'admettre la théorie de l'évolution. Au nom de la religion. Au nom de la religion, au nom d'une lecture plutôt politique des textes religieux. Voilà, donc demain, Jean-Marie Colombani, Emmanuel Macron ne pourra pas noyer le problème du séparatisme avec les autres séparatismes, comme l'intégrisme catholique. On parle vraiment, là, pour le coup, d'islamisme, ce que décrit Jean-Pierre Aubin. Donc, il doit nommer les choses, il doit bien nommer les choses s'il veut bien régler le problème, s'il est réglable. Ben, ce qui vient d'être dit, c'est le problème de fond. Puisque c'est là que ça se joue, en effet, c'est dans le milieu éducatif ou dans l'éducation que les choses se nouent.
question qui se complique du fait qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont leurs propres écoles. Oui. Et que les dites écoles, elles échappent totalement à quelque cadre républicain que ce soit, puisque ce qui est enseigné, c'est le Coran et ainsi de suite. Donc on est là devant en fait un immense problème. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il faut à la fois qu'il ne s'éloigne pas de ce qui tient la France ensemble, et donc les communautés qui existent. Ouais. Donc il a d'ailleurs indiqué aux responsables religieux, protestants, musulmans, etc., qu'il leur donnerait une première indication de la feuille de route le 15 octobre prochain. Donc ce sera sans doute quelque chose d'assez précis sur un certain nombre de points. Mais il faut à la fois qu'il tienne l'unité et en même temps qu'il, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il aille au cœur du problème. C'est-à-dire qu'il ne néglige pas de nommer les choses lorsqu'elles doivent être nommées, parce que c'est en effet une question absolument vitale et qu'il ne faut pas laisser échapper en quelque sorte ou déborder, parce qu'à ce moment-là, ça donnerait lieu à... Déjà, il y a suffisamment d'extrémistes qui s'expriment un peu partout sur les plateaux de télévision ou ailleurs pour ne pas en rajouter. Donc l'exercice est vraiment très compliqué, surtout que, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, surtout que le président de la République a évolué lui-même sur cette question et que sans doute n'avait-il pas mesuré la gravité des choses avant d'entrer en fonction. Oui, Virginie, il va devoir en fait échapper à deux critiques, le président de la République. Demain, c'est à la fois celle d'être laxiste, parce que s'il ne nomme justement pas bien les choses, et l'autre critique, c'est on va lui dire qu'il tombe dans le piège de la stigmatisation et qu'il suit la droite ligne du Rassemblement national. Donc il faut qu'il échappe à ces deux critiques, en quelque sorte. Oui, Emmanuel Macron va devoir faire demain ce qu'il déteste faire, c'est-à-dire agir malheureusement, parce qu'il a peut-être retardé le moment maintes et maintes fois depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, mais il va devoir s'exprimer sous la pression. Le récent attentat de la rue Nicolas Appert, qui heureusement n'a pas fait de mort, mais a ravivé les tensions qui existent depuis des années dans la société française. Et à cette occasion, on a pu se rendre compte que ce sont les jeunes générations qui sont les plus radicalisées aujourd'hui dans notre pays, et c'est en priorité à celle-ci qu'il va devoir s'adresser demain. Donc quel langage, quels mots il va trouver pour à la fois rassembler le pays et s'adresser à ceux-là même qui sont les plus susceptibles d'entendre ceux qui pourraient les instrumentaliser, les radicaliser. C'est un exercice extrêmement difficile, d'autant plus difficile pour Emmanuel Macron qu'il est arrivé au pouvoir avec des idées finalement plus économiques, libérales, qui, de son point de vue, une réussite économique lui permettrait d'assurer son autorité politique. Et là, il se rend compte que la politique est un travail bien plus compliqué que ça et qu'il va devoir aborder des sujets qu'il n'aime peut-être pas tant que ça dans le fond. Et où le en même temps va être un peu compliqué. Véronique Reissout, les Français sur ce sujet-là, ceux qui s'expriment en tout cas et qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, qu'attendent-ils dans le fond à la fois de ce discours et du projet de loi qui va s'en suivre? Alors, je rejoins Virginie, l'exercice demain va être particulièrement compliqué parce que c'est un sujet sensible, difficile. C'est un sujet où autrefois il y avait un clivage avec la fachosphère et puis le reste des internautes. Aujourd'hui, ça n'est plus si simple que ça. Il y a deux camps, mais c'est globalement une tension qui monte très fortement. Les jeunes qui s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux ont des propos très virulents des deux côtés d'ailleurs. On a un sujet qui est compliqué, c'est une poudrière, et la réalité aussi, c'est que le texte de loi, les internautes et les Français qui s'expriment sur les réseaux sociaux et puis dans les différents sondages qu'on a pu faire en attendent beaucoup, sans pour autant avoir beaucoup d'espoir. Donc en fait, c'est une position assez compliquée et c'est un sujet qui divise vraiment la jeunesse. Laurent Geoffrin, on a longtemps accusé la gauche de cécité sur le sujet à la fois de l'immigration, de l'islamisme. Pourquoi? Par angélisme. Il y a eu aussi l'accusation d'opportunité, de clientélisme, par opportunité électorale, ou dans le fond, simple peur de diviser la société, ou bien parce qu'on ne se rendait pas compte de tout ça. Il y a une partie de la gauche. Il y a une partie de la gauche. Plutôt à la gauche radicale, pas toujours, mais plutôt à la gauche radicale, effectivement, qui sous-estime manifestement le danger, parce qu'elle a une solidarité spontanée avec des gens pauvres ou exclus.
Oui. Donc elle voit surtout le fait que ces gens-là sont exclus, et donc elle n'aime pas les critiquer. La thèse d'Olivier Roy, d'ailleurs, sur aussi le oui, voilà. Enfin, ça peut rejoindre. Elle a tort. Oui, elle a tort. Mais il y a une autre partie de la gauche qui ne pense pas du tout comme ça. Parce qu'on dit, souvent les gens de droite disent la gauche est laxiste. C'est pas vrai de tout le monde. Si vous prenez l'exemple de Jean-Pierre Chevènement, je ne peux pas souvenir qu'il était particulièrement laxiste. Mais Lionel Jospin, par exemple, il y a eu ce procès en angélisme. Lui, c'était sur la sécurité qu'il a été attaqué et sur lequel il s'est dit oui, effectivement, j'ai un peu sous-estimé. Mais c'est une autre question. On ne peut pas lier les deux. Oui. On peut être proches parfois, mais elles sont très distinctes. Si vous prenez Pierre Jox, alors, fortiori Manuel Valls, tous ceux qui ont été nommés ministres de l'Intérieur, je ne peux pas souvenir qu'ils étaient particulièrement indulgents avec les gens qui enfreignaient la loi ou les gens qui étaient des islamistes reconnus. La gauche a un deuxième souci, qui est le mien également, c'est que c'est une affaire politique au sens large. C'est-à-dire que vous avez en face de vous des gens, soit les frères musulmans, soit les salafistes ou autres sectes de ce genre, qui utilisent l'islam, la religion, à des fins politiques, pour repolitiser la communauté musulmane dans le sens de l'islamisme. Donc, en politique, il n'est pas interdit, parfois, d'être un peu habile. Et je pense que ce serait plutôt habile de mettre du côté de la République les autres musulmans, qui, à mon avis, sont majoritaires. Alors, et dont il faut protéger de... D'abord, il faut les protéger parce qu'ils sont menacés par les autres, d'une part. Et deuxièmement, il faut absolument qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'attaquer leur foi ou leur conviction dès lors qu'ils respectent les lois de la République. Il s'agit d'attaquer les intolérants, les obscurantistes et les violents. Et donc, on a besoin d'eux pour nous aider dans cette tâche. Et donc, quand vous dites que c'est l'islam en général qui pose problème, vous visez tout le monde, là. Donc c'est pas très malin, quoi. Non. Jean-Marie, un mot ? Non, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Laurent, mais c'est vrai que l'exercice est particulièrement difficile. C'est vrai aussi que on est dans une phase où le terrorisme est toujours présent, donc les amalgames sont assez faciles à faire et assez faciles à instrumentaliser. Et puis les échéances électorales approchent, donc les choses vont se... Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout cela, c'est ce qu'a dit Véronique à l'instant, sur les deux fractions de la jeunesse qui sont... radicalement, sur des positions radicalement opposées, et qui dit radical dit menace de violence ou crainte d'une violence. Donc c'est ça qui est... Et c'est à ça, avec cette dynamite-là, que va devoir composer Emmanuel Macron. Donc c'est dire si la tâche est difficile, là, pour le coup. C'est la fin de cette émission, mais Laurent Geoffrin, je suis très triste de ne plus lire votre lettre politique dans Libération. Je viens de le recommencer. Oui, mais quand on ouvre le journal... dans le journal, non. Oui. Alors, vous avez créé une association. Une association. On va dire... C'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique, mais... Un think tank militant avec beaucoup de militants pour rassembler la gauche, c'est ça ? Pour rassembler... ça deviendra un parti politique, si ça en devient un. Si ça en devient. C'est en deux temps. Un, il faut rassembler la gauche dite de gouvernement, je fais court. Gouvernement, c'est-à-dire la gauche de l'action, que j'appelle, moi. Qui est trop faible, qu'on n'entend pas assez et qu'il faut réinventer, renforcer et réunifier. Ça, c'est le premier stade. Et ensuite, le calendrier est serré, il faut faire ça en 6 mois, 1 an. Ensuite, il faut discuter, évidemment, d'une unité plus large. Mais il faut que cette partie-là de la gauche se renforce, parce qu'on n'a jamais vu la gauche gagner sans elle. Ça n'existe pas. Nulle part. Jamais la gauche radicale n'a gagné, sauf peut-être en Grèce une fois et en Espagne. La gauche radicale est la meilleure garantie de la stabilité au pouvoir de la droite. Historiquement, en général, oui. Et notre avantage, c'est qu'elle ne se trompe jamais. Pour une raison toute simple, c'est qu'elle ne gouverne jamais. Alors, quand on ne gouverne jamais, on ne peut pas de se tromper. Cela dit, bon courage à Laurent, parce qu'on a bien vu tout de suite que le précaré politique s'était aussitôt dressé pour faire barrage à cet intrus qui est là, qui risquerait d'avoir des idées. Donc, c'est courage. Merci Laurent. Donc vous n'êtes pas comptabilisé comme parti politique, mais ça viendra peut-être et on vous invitera donc comme invité politique. Merci à Véronique Reissoult et à Virginie Leguet qui étaient cette semaine bien loin de nous, mais qui vont revenir. Vous savez, on ne peut pas être plus de 5 en plateau, donc nous sommes 3. Donc nos amis sont loin et je les salue. Merci à Charlotte Urien-Tomaka d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À la semaine prochaine. Merci.
Mazda CX-30, hybride Skyactiv-X. Drive together. Différents groupes de migrants sont arrivés au cours des 3 derniers jours.